Eh ben oui, ça se voit d'ailleurs, hein, vu la jeunesse respective des uns et des autres. L'Observatoire, en tout cas lui, a 25 ans. Voilà, alors à nous quatre, on les dépasse un petit peu, hein, mais parce qu'on s'y met à quatre. Et puis, à cette occasion, bah, voilà, on ne pouvait pas laisser passer l'occasion quand même de fêter ces 25 ans. Alors, dans un contexte un peu tristounet, parce que pour avoir droit à une part de gâteau, il faudra se le préparer soi-même, hein, ou aller le chercher soi-même à la boulangerie. On est désolé, on ne peut pas organiser comme on l'aurait souhaité un cocktail. Comme c'était pourtant l'habitude. Hein, voilà, il n'y a pas que les cocktails de l'ambassadeur, il y a aussi ceux de l'Observatoire hein, qui ont bonne réputation. Et puis, donc, deux points hein, sur lesquels on souhaitait apporter quelques éclairages complémentaires. Faire une petite rétrospective hein, sur les chemins parcourus. Qu'est-ce que il s'est passé en l'espace de 25 ans en termes de production, mais pas que. Parce que finalement, quand on en parle de temps en temps, vous voyez surtout la façade, la vitrine de l'Observatoire, les études qui sont produites, ce qui est mis à disposition, les conférences que l'on fait, y compris celles que l'on fait dans les entreprises. Et puis, il y a tout un travail en amont, bien évidemment, qui s'opère, et puis sur lequel, des fois, on nous pose quelques questions. Si on fait donc ce bilan des 25 ans, cette fois-ci, au lieu de vous présenter les chiffres de la profession, les chiffres ou l'actualité de la profession, on va vous présenter finalement les chiffres de l'Observatoire. Ici, on décline un peu tout ce que l'on a fait en l'espace de 25 ans. Finalement, en faisant le décompte, on se disait que c'était assez faramineux, parce qu'on a sûrement dû en oublier en cours de route. Mais ça représente quand même alors 3 nomenclatures des métiers. Celle initiale, au lancement de l'Observatoire en 1996, alors qui avait débuté, en réalité, les travaux avaient débuté dès 1994, pour pouvoir disposer dès le lancement en 1996 d'une nomenclature des métiers. Qui a tenu 15 ans, hein, puisqu'on l'a révisé en 2012. Et puis la troisième nomenclature, il y a pile poil un an, hein, à quelques jours ou heures près, où on présentait la nouvelle nomenclature des métiers de l'assurance, avec une nouvelle méthode de classification par grande fonction. 2 référentiels APEC des métiers cadres de l'assurance. On en est aussi très content parce que l'APEC, c'est un organisme public avec qui on a des liens étroits. La fédération a des liens étroits et donc on était particulièrement ravis de travailler avec eux parce que on s'est bien reconnu dans ce travail de construction parce qu'on partage finalement une même vision des métiers et de l'utilité qu'on peut avoir au service du bien commun. 25 ROMA, un par an, hein, donc le rapport annuel sur le profil démographique, socio-démographique des salariés, 25 ROMA, avec à l'intérieur, donc il y en a 10 de moins, parce que la partie formation, le bilan formation consolidé au niveau de la branche, il n'y en a eu que 15 intégrés dans le document. Déjà 15, hein, ça commence à compter. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pendant que nous fêtons nos 25 ans, il me semble que l'Observatoire des métiers de la retraite rattaché à Agirc-Arrco doit, quant à lui, fêter ses 15 ans, cette même année que nous. Donc on leur fait un petit coucou parce que on n'est pas concurrents, on est même plutôt amis et qu'on a beaucoup travaillé d'ailleurs à leur édification. 41 études de métiers ou thématiques. Alors, je ne sais pas si on a compté celle que l'on vient de vous présenter. Non, elle n'est pas comptée. Donc, on va dire 42, hein, pour que le compte soit exact. 42 en l'espace de 25 ans. Je vous laisse faire le décompte. Hein, en moyenne annuelle, ça en fait plus d'une quand même. Hein, donc, ça n'est pas rien. Donc, on a balayé, je crois, tous les métiers de la place. Un peu sont passés à côté de notre crible. 22 baromètres prospectifs des métiers et des compétences, un document sur un format ramassé qui fait partie de nos best-sellers, sur un format ramassé alors de 16 à 20 pages, hein, selon les auteurs. Je me tourne vers Michel, qui a des mots plus longs que les miens, au temps où j'écrivais le baromètre. Qui, toujours sur un même schéma, analyse les grandes tendances d'évolution du secteur, de l'environnement, tel qu'il s'impose aux principaux acteurs, qui, à partir de là, définissent leur stratégie, leur politique d'entreprise,
ce qui influe sur les modèles organisationnels, donc sur les métiers, et donc sur les besoins d'accompagnement RH des uns et des autres. Donc on est toujours sur ce même schéma depuis que l'on a mis en place depuis 2005, si j'ai bonne mémoire. Des rapports mixité-diversité également, depuis que la branche a signé un premier accord sur la mixité et la diversité. Et là, on déborde déjà sur la partie suivante, sur le rôle et la place de l'Observatoire en tant qu'outil du diagnostic social. Donc l'Observatoire était intervenu pour poser un diagnostic sur les questions de mixité et diversité, alors défini au sens de l'accord par rapport à 4 populations particulières. Dans le désordre, la question de la parité homme-femme, la question de l'intégration des jeunes, le maintien dans l'emploi des seniors, et puis la place des personnes en situation de handicap déclaré. Et puis une dernière version là, qui va bientôt paraître, qui a fait l'objet d'une renégociation auprès des partenaires sociaux, avec une redéfinition des indicateurs de suivi, qui fait que voilà, on passe sur un rapport qui devrait aujourd'hui tendre vers les 70 pages, avec beaucoup de graphiques pour y voir clair, et une mise en perspective sur les 10 dernières années, lorsque c'était possible, des grandes tendances d'évolution sur ces quatre sujets. Des rapports annuels d'activité que Célia nous concocte depuis peu et que l'on conçoit. Alors vous allez me dire, en association, c'est normal qu'elle fasse un rapport d'activité, mais nous, on a décidé d'en faire un sujet de communication pour faire connaître nos travaux, nos productions, et puis faire en sorte que les personnes qui cherchent à se renseigner sur le secteur de l'assurance, sur les métiers, les beaux métiers du secteur de l'assurance, puissent plus facilement trouver de l'information. Des vidéos et des animations. Ça, c'est plus récent, parce qu'il y a 25 ans, on ne le faisait pas, on pouvait parler très librement, parce que ce n'était pas coupé au montage, il n'y avait pas de montage du tout. Donc là, maintenant, il faut que je me surveille, mais on pourra toujours couper au montage après. Donc 90 vidéos et animations en motion design, et encore, il y en a d'autres qui sont dans le circuit, parce qu'on est en train de tourner actuellement, et que Jean-Pierre à la régie est en train d'enregistrer, et puis des animations aussi en motion design qui sont en train de se construire, sur le dernier ROMA qu'on a publié au mois d'octobre et puis qui paraîtront en début d'année. Et puis voilà, alors là encore, je ne sais pas si celle-ci est comptée ou pas, Célia me dit non, 74 conférences publiques bientôt, qui ont permis de rassembler un public nombreux. Alors du coup, j'avais prévu de faire un sondage, puisque Teams le permet, et puis que j'ai sous les yeux le fil du chat. Donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que ça a pu rassembler, ces 73 conférences et demie? Donc, je vous laisse 15 secondes pour répondre, sachant que le premier qui s'approche le plus près du nombre exact peut gagner un yo-yo en bois du Japon. Quelques propositions de chiffres dans la salle, vous avez une idée? 5000, nous dit Nicolas, c'est plus. C'est plus. Il faut penser Palais des Sports, il y a quelque chose comme ça. Pas tout à fait Bercy encore, mais un peu moins. Mais j'ai pas de proposition sur le chat. Ah, 11 000, on me dit. On me dit 11 000 là. Qui dit mieux? Fabienne. Philippe, plusieurs milliers, sans doute 10 000. Ah ouais, 17 000, et voilà, Christophe Cornet, voilà, 10 000. Ouais, bah écoutez, et Philippe proposait 10 000, oui, bah c'est 10 000, en fait, presque. Quoique, puisqu'on n'a pas compté aujourd'hui, on n'est pas tout à fait, on n'aura pas les 10 000 aujourd'hui, donc il va falloir qu'on fasse d'autres conférences à venir. Oui, 9 186 personnes comptabilisées au total, entre des personnes présentes dans la salle, et puis des personnes qu'on a pu comptabiliser aussi dans le cadre de nos visioconférences. Alors quand je dis 9 186, je triche un peu en réalité, parce qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois. Vous savez, c'est la différence qu'il y a entre des personnes formées et des stagiaires. Légalement, on compte les stagiaires, donc on peut former plusieurs fois, voire plus que 100% des effectifs de l'entreprise. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà quelques premiers chiffres, mais voilà, ça, ce sont les productions. Alors, on était combien pour faire tout ça? Si on fait le décompte, depuis les origines, nous avons eu 6 présidents, et bientôt un 7e qui nous suit en direct, 6 vice-présidents, dont un aussi qui nous suit en direct, mais ce n'est pas le même, parce que les postes sont interchangeables tous les 2 ans entre président et vice-président, 3 secrétaires généraux, voilà, je suis le 3e sur la place. Ensuite, on a 7 chargés de mission,
Voilà, donc Michel que vous avez entendu juste avant, et puis moi-même, parce que j'ai occupé le poste avant d'être secrétaire général. 4 chargés d'études statistiques, hein, je l'ai mis dans un intitulé générique, même si la dernière en date brille par l'extension de ses compétences aux data science. Et puis 2 assistantes. Voilà, on use peu d'assistantes finalement à l'Observatoire, tellement peu que la dernière en poste cumule finalement son poste d'assistante de direction avec celui de chargé de communication aussi. Voilà. Et puis voilà, il n'y a pas là, c'était sur voilà, les permanents, les salariés de l'Observatoire, mais bien évidemment, voilà, il y a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Là, je vais faire mon Michel Drucker. Donc, il y a le soutien de la fédération. Là, je me tourne vers Alexis Meyer et Cathy Riffaut, et puis ceux qui les ont précédés avant. Je pense bien évidemment à Elisabeth Bobby, je ne peux manquer de la citer. Et puis, on a le soutien, notre OPCA Atlas pour OPCA Baya, OPCA Sur, OPCA Baya, OPCA Atlas, aujourd'hui, qui nous finance. Et puis, on a le soutien quand même très important de GPSA, le GIE de moyens. Et là, je me tourne plus particulièrement vers Michel Carré, qui est en régie et qui est particulièrement débordé dans son emploi du temps quotidien, mais qui a toujours la gentillesse de venir nous donner un coup de main. Laurent Perreron aussi, à la régie de la FFA. Voilà, ça fait 25 ans qu'on bosse ensemble et franchement, c'est un vrai plaisir parce qu'il n'y a jamais de problème. Puis un petit clin d'œil supplémentaire, je le mets à l'écran. Jean-Pierre Collin, qui réalise toutes les vidéos de l'Observatoire. Fallait bien qu'on lui fasse un petit peu de la pub. De la même manière que les 3 mousquetaires sont 4, l'Observatoire, le 5e mousquetaire, c'est Jean-Pierre, qui est à la fois photographe, vidéaste, réalisateur, monteur, post-producteur, web designer de notre chaîne YouTube, parce qu'on a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais le citer parce que voilà, ce sont des personnes qui font aussi partie de l'équipe. Et remercier, c'est nommer. Et puis, alors voilà, quelques autres chiffres encore. Notre site internet, on en est à la 4e version. Vous avez peut-être pu voir que depuis quelques semaines, notre site, malgré quelques désagréments de fonctionnement inhérents à tout projet informatique, avait évolué, avait gagné en lisibilité. On n'est pas au bout du projet, puisqu'on avance en mode agile, donc on avance de sprint en sprint. Régulièrement, on fait des backlogs avec le Scrum Master qui nous coach de manière agile. Et donc, notre site évolue. Alors, on n'a pas repris la fréquentation du site depuis le début, alors que très tôt, le premier chargé de mission et puis la première chargée d'études statistiques de l'Observatoire, pour l'anecdote, avait mis en place, sont allés à la FNAC à l'époque, et puis ont pris une boîte sur étagère pour créer un site Internet. C'est comme ça qu'est né le premier site Internet de l'Observatoire, qui a réussi à tenir quand même quelques années et à remplir ses offices. Aujourd'hui, on est dans des univers autrement plus professionnalisés. Si on regarde la fréquentation de notre site sur les 12 derniers mois, quand même, on a eu quasiment 32 000 sessions. Je suis toujours impressionné par ces chiffres-là. Plus de quasiment 25 000 utilisateurs qui ont généré plus de 140 000 pages vues. Alors, il y en a beaucoup sur notre site, mais voilà, on remercie tous les internautes de faire vivre notre site. Alors justement, notre site... Voilà, notre site, quelle est la représentativité du site et son implantation. Voilà, donc là, on n'est pas peu fiers quand même. Vous avez la carte du monde. Et quand on regarde Google Analytics, ça permet un certain nombre de choses. Il y a des fonctionnalités utiles, rigolotes, amusantes. Notamment, on voit alors le top 10 des pays à partir duquel on se connecte le plus sur notre site Internet. Par chance, la France arrive en tête, ça nous rassure un peu quand même. Les États-Unis aussi. Bon. Le Maroc, on sait qu'on a des liens forts avec le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Chine aussi. Il y a aussi des Français expatriés ou ceux qui n'ont pas pu rentrer peut-être, qui continuent depuis la Chine à se connecter au site de l'Observatoire pour ne rien perdre, et on les en remercie, etc. etc. Et puis sur la carte de France, vous voyez que finalement, il y a peu de pays qui nous échappe finalement. On est peu présent au Groenland, on a peut-être des marges de progression là. J'avais noté, mais le dessin est peut-être pas suffisamment précis, on voit qu'on est un peu faible aussi sur le Costa Rica. Donc peut-être qu'il faudra que j'aille là-bas porter la bonne parole prochainement, sous les tropiques. Donc voilà pour le clin d'œil. Et puis sur les réseaux sociaux,
Eh bien, oui, on est très présent, enfin en tout cas on essaye de l'être le plus possible. J'ai déjà dit juste avant que nous disposions d'une chaîne YouTube où sont rassemblées toutes les 90 vidéos et animations en motion design. Donc nous sommes présents sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, ce qui représente au cumul près de 2500 abonnés. Ce qui représente aussi, alors sur le cumul des 12 derniers mois, là encore, on n'est pas reparti depuis le début de la mise en place des réseaux sociaux qui n'existaient pas de toute manière il y a 25 ans. Il y avait des communautés, mais voilà, pas virtuelles, des communautés réelles, avec des gens réels, en chair et en os. 80 000 impressions sur les 12 derniers mois, plus de 1200 j'aime. Donc voilà, on est content, on le prend comme des marques d'amour et d'affection, donc on y est très sensible. Avec juste 80 posts, alors je dis juste, je ne sais pas comment je dois le dire, c'est beaucoup, pas beaucoup, ça dépend si on est celui qui les écrit, celle qui les met en ligne sur les différents réseaux sociaux ou ceux qui les lisent de manière beaucoup plus rapide, et rien que pour l'année 2021. Donc voilà déjà pour ces quelques éléments de rétrospective par rapport à notre observatoire. On avait envie aussi d'avoir une séance qui était plus prospective. Parce que l'Observatoire fait de la prospective pour la branche professionnelle, sur les métiers, sur les entreprises, sur les compétences, sur les besoins de différentes natures. Et puis on s'était dit que c'était peut-être l'occasion de faire de l'auto-prospective, de nous demander, alors peut-être pas exactement ce que sera l'Observatoire dans 25 ans, c'est-à-dire en 2046, mais peut-être ce que nous, dans notre métier, dans nos fonctions, dans nos rôles, on en a beaucoup parlé juste avant, allons devenir d'ici à 2046. Donc ce que je vous propose là, c'est pas la séquence souvenir maintenant, c'est la séquence prospective des uns et des autres. Donc j'invite Narges Benspina, puisque son nom apparaît déjà à l'écran, Célia Lourenço et Michel, finalement, à nous rejoindre. Alors Michel, lui, il aime bien le pupitre, donc je vais lui laisser le pupitre. Bonjour Narges, comment vas-tu? Bonjour Norbert. Alors on a donc séance d'auto-prospective, donc on passe. L'idée c'est de passer en revue les uns derrière les autres. Pour essayer de visualiser un peu, ou de se projeter à dans 25 ans. Donc là, vous nous voyez tel quel, parce que la science a fait de tels progrès qu'on n'a pas bougé d'un iota, donc on a même, pour certaines, rajeuni. Et donc la question que je te pose, Narges, c'est la première question, c'est en 2046, quel type de données traites-tu déjà aujourd'hui, et puis dans 25 ans, est-ce que tu peux nous donner une idée un petit peu? Est-ce que tu as quelques idées sur les natures de données que tu seras amené à traiter d'ici 25 ans, lorsque tu seras toujours à l'Observatoire et que nous, on sera à la retraite? Alors aujourd'hui, et d'ailleurs depuis toujours, je traite exclusivement de la donnée structurée. Et en 2046, j'imagine qu'on continuera à traiter de la donnée structurée, mais qu'en plus de cela, s'ajouterait de la donnée non structurée, comme par exemple de la donnée comportementale, traitant de l'analyse de l'individu, comme par exemple ses comportements lorsqu'il visite notre site internet, en nous expliquant son parcours professionnel antérieur, ses interrogations, ses envies, pour que nous l'aidions à mieux discerner quels sont les métiers qui lui ressemblent et les voies pour y accéder. Et puis beaucoup d'autres choses encore, puisque j'imagine qu'en 25 ans, d'autres types de données pourront émerger. Je rebondis tout de suite. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, parce qu'aujourd'hui on fait des enquêtes qui se présentent essentiellement sous format Excel, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir des enquêtes en langage naturel, c'est-à-dire d'avoir d'autres sources d'approvisionnement? J'imagine que oui, effectivement. Et un des avantages en fait des données non structurées, en fait, c'est que le taux d'accumulation des données qui est plus rapide, puisque les données ne devant pas être prédéfinies peuvent donc être collectées rapidement et facilement.
Et par conséquent, la captation de la donnée donc, pourra se faire en temps réel. Donc en contrepartie, cependant, le traitement de la donnée, de cette nature de données est beaucoup plus complexe parce qu'il faudra donc nécessairement l'encoder dans une logique classifiante pour ensuite pouvoir lui donner du sens et l'exploiter utilement. Donc au final, en fait, c'est que l'objectif, c'est qu'en 2046, nous n'ayons plus de décalage entre le moment où on capte la donnée et le moment où on la restitue. Donc oui, ça va devenir à la fois plus complexe, plus rapide. Hein, lorsqu'on dit que le temps s'accélère, je pense qu'on en a un bel exemple. Mais toute la partie traitement, exploitation de données, je pense que sur cette partie-là aussi, ça va fortement évoluer. On peut imaginer, en tout état de cause, que parmi les tendances lourdes, sur ces deux sujets, on est un peu sur le fil, la continuité, un continuum de traitement statistique, hein, la nature de la donnée, la captation de la donnée, ensuite son traitement, son exploitation. Comment est-ce que tu vois évoluer ces parties subséquentes de traitement et d'exploitation de données ? Alors aujourd'hui, donc, le traitement de la donnée, après avoir été récupéré, est partiellement automatisé, puisqu'il faut encore l'apport de l'humain pour tout ce qui est vérification. Dans 25 ans, les techniques de data science ne seront plus les mêmes, bien qu'elles aient déjà fortement évolué, elles le seront davantage encore, pour un traitement de la donnée plus rapide, et la totalité des process sera automatisée. C'est donc dans cette automatisation que des champs d'innovation sont envisagés, en particulier sur des profils comme le mien. Mais entre traitement et exploitation, donc tu fais quelle différence ? Une fois tout ça mis en place donc, et vérifié, dans 25 ans, donc on peut imaginer qu'on sera plutôt sur de l'exploitation partagée, avec un accès donc, à notre public plus personnalisé, donc reposant notamment sur davantage d'interactivité, comme le fait de pouvoir zoomer sur les données, par exemple, ou encore filtrer, actualiser en temps réel. Pour faire un parallèle avec Amazon, hein, par exemple, lorsqu'on commande un article chez Amazon, on nous fait souvent des propositions, des recommandations donc en temps réel. Dans notre cas, il pourrait toujours s'agir donc d'indiquer des parcours métiers, mais avec plus de prédictifs et dans une approche beaucoup plus multifactorielle. Donc ce que l'on fait, finalement, les finalités restent les mêmes, mais les moyens associés s'enrichissent. Et en matière de restitution, quelle forme, quel format de restitution possible ? Alors, dans 25 ans, donc plutôt que de rendre un rapport papier, donc je verrais bien un film en 3D ou plutôt un univers donc immersif de type métaverse 2.0, donc qui mêlerait le réel au virtuel et qui permettrait donc à l'internaute donc une expérience beaucoup plus inclusive, donc avec des mises en situation qui aident à davantage se projeter. Je voudrais revenir aussi sur l'éthique. J'en profite puisque la vérification permanente de la dimension éthique du traitement de la donnée, donc qui est déjà crucial aujourd'hui, va devenir hautement stratégique, ne serait-ce que pour prévenir de tout risque de déviance des algorithmes qui seront de plus en plus auto-apprenants. Et une partie du coup du métier donc consistera à penser des algos qui vérifieront des algos donc pour assurer qu'on reste bien sur les objectifs RSE de départ notamment. Oui, je rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, donc il me semble que c'était à l'occasion de la présentation d'un baromètre, on avait eu l'occasion d'interviewer Su Yang, qui était un des co-auteurs de la CPR, justement sur l'éthique des algorithmes, qui était une des thématiques que l'on avait traitées dans le baromètre, et qui précisément faisait état des difficultés à la fois à avoir des algorithmes qui soient éthiques, donc qui soient au-delà du respect du RGPD, mais qui soit conforme finalement aux attentes des uns et des autres, mais qui ne soit pas non plus déviant, parce qu'on a vu, et sur certaines expérimentations faites notamment par des GAFA, on a vu que le chatbot, très rapidement, puisque il n'y a pas d'intelligence derrière, c'est que la recherche d'occurrences répétitives pour créer finalement des réponses toutes prêtes. Donc il n'y a pas d'innovation au sens où on crée, on invente quelque chose qui n'existait pas avant. Et du coup, il y avait quelques déviances observées sur certains chatbots. Donc ce sont sans doute des dimensions à conserver en tête. J'aime bien aussi cette idée finalement d'avoir... parce que quand on parle d'automatisation,
c'est vrai qu'on le voit côté utilisateur, côté client, côté gestionnaire, mais il est bien évident qu'est automatisé ce qui est le produit d'un programme d'automatisation. Et donc, il faudra penser ces programmes d'automatisation pour qu'ils puissent fonctionner. Et c'est là où intervient précisément toutes les personnes en charge de cette construction d'algorithmes, de programmes informatiques, ce qui t'occupe quand même à temps complet. Donc, merci Jasmine. Enfin, pardon, j'avais confondu avec ton avatar. Merci Narges pour ce premier éclairage sur ton métier demain. Et puis voilà, hop, je vais me tourner tout de suite, si la zapette repart, je vais me tourner tout de suite vers voilà, le temps que ça se mette en place, vers Célia. Voilà. Bonjour Célia. Comment vas-tu Célia? Et est-ce que tu peux me parler un peu de la manière dont tu envisages l'évolution de ton métier, de ton rôle? Non, tu ne veux pas me parler. Tu fais la tête aujourd'hui, tu as décidé de ne pas me parler. Et pourquoi tu ne veux pas me parler? Ah, vous l'avez remarqué, vous aussi? Donc, en fait, non, tu ne veux pas me répondre parce que tu as un avatar. C'est bien ça que j'ai compris. Donc, en fait, on est en 2046. Là. On est déjà arrivé en 2046. Tu as un avatar. Et tu ne veux pas me répondre, et donc c'est l'avatar qui va me parler. Donc en fait, je suis un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le voyageur imprudent de René Barjavel, hein, quelqu'un qui voyage dans le temps. Et donc là, il faut que je parle. Alors j'ai un retour devant moi, donc ça m'évitera de choper un torticolis. Donc en fait, il faut que je questionne ton avatar en 2046 pour voir ce que ça donne. Donc parler avec le futur, c'est une expérience. Hein, on se refusait à l'observatoire. Donc bonjour, avatar de Célia. Content de te rencontrer. Hein. Je constate que finalement ces 25 années passées n'ont pas eu de prise sur toi, hein. Voir qu'elles ont rétroagi. Donc en tout cas, tu as l'air en pleine forme. Hein. Je suis ravi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en 2046 et en quoi consiste ton poste? Voilà. Donc, je ne sais pas si l'avatar peut répondre. Merci, avatar de Célia. Avec plaisir, Norbert. Bonjour tout le monde. Vous m'aviez reconnu, bien sûr. Je suis effectivement Célia Laurenceau, enfin, son avatar comme nous venons de vous l'expliquer. Car pour être tout à fait honnête, je suis plutôt timide et je n'aime pas, mais absolument pas prendre la parole en public. Ceci dit, puisque nous sommes en 2046, il faut savoir que quasiment tout le monde a son avatar aujourd'hui. Par timidité ou tout simplement pour protéger son image contre les hackers. Et oui, ça n'a pas disparu. Mais revenons à ta question, Norbert. Comment ont évolué nos fonctions et nos métiers respectifs? Pas simple comme question, surtout que mon poste de 2021 se partageait en deux grands domaines. D'un côté, tout ce qui touche au secrétariat et à l'assistanat, et de l'autre, la communication. Sur le premier domaine, le travail des assistantes de 2046 n'a plus grand-chose à voir avec le métier de départ. Et curieusement, nous sommes peu ou prou redevenus les secrétaires du XVIIIe siècle, telle que la fonction est apparue à cette époque. L'Observatoire des métiers du secrétariat et de l'assistanat, que nous saluons au passage, l'avait d'ailleurs déjà anticipé depuis longtemps. On a beau parler aujourd'hui d'office management, il faut croire que ça fait toujours mieux en anglais, la fonction ressemble quand même beaucoup à ce qu'elle était à l'origine du métier. Un travail de veille et de recherche pour instruire les dossiers ou les projets, la détermination d'une problématique, une analyse sur le fond et sur les différentes options possibles avec les enjeux associés. Bref, le métier s'est élargi et a énormément progressé. Il a notamment beaucoup gagné en technicités diverses pour permettre à un décideur, ou plusieurs décideurs, précisément de décider en parfaite connaissance de cause. À la réflexion, ça ressemble pas mal à ce qui est demandé aux étudiants lorsqu'ils doivent préparer un mémoire, c'est-à-dire un document de référence permettant d'éclairer une prise de décision en vue de lancer une action ou un projet. Sur le domaine de la communication, là encore, ça n'a plus grand-chose à voir en 2046. Sauf peut-être dans les finalités assignées à la communication de l'Observatoire. Concrètement, il s'agit toujours de diffuser les travaux de celui-ci en direction de différents publics pour mieux faire connaître le secteur de l'assurance et ses métiers. Alors on continue d'écrire bien sûr, mais les formats de restitution ont été multipliés. On n'imprime plus de versions papier, pas plus d'ailleurs qu'on ne crée des versions PDF. Nos études mêlent un peu tout ça avec des animations et des vidéos intégrées. En fait, elles sont devenues encore plus interactives avec de la réalité augmentée et des immersions virtuelles dans les univers de métiers grâce à nos lunettes 3D. Des conférences avec des vrais gens présents, mais aussi avec des avatars, comme moi, et toujours en visio simultanée.
Un peu comme une émission de télé dans les années 20, je veux dire en 2020. Et puis, il y a toujours les réseaux sociaux. Ça n'a pas disparu, bien au contraire. Mais ce sont directement les communautés professionnelles que l'on vise pour continuer à leur donner de la visibilité sur les évolutions de leur environnement de travail et de leur métier. Et également les communautés d'étudiants, nos futurs collègues, à qui l'on présente le secteur de l'assurance, ses métiers, ses possibilités d'évolution professionnelle et surtout le sens de ce que chacun y fait et son utilité sociétale. Bref, moi non plus, je n'ai toujours pas de boule de cristal en 2046 et ça n'a pas évolué sur ce sujet. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas à l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. J'ai déjà beaucoup parlé, alors je vous souhaite une bonne continuation de votre conférence et à plus tard. Comme dans la chanson, on s'était dit rendez-vous dans 25 ans, place des grands hommes. Eh bien, finalement, ton avatar, je me demande s'il n'est pas plus bavard que toi, finalement. Ben écoute, merci Célia, avatar de Célia, je sais pas comment, voilà ce qu'il faut dire. Enfin, c'est intéressant, cette double casquette, à la fois sur de l'assistanat qui devient d'office management, mais qui finalement ressemble finalement au métier de secrétaire tel qu'il existait au XVIIIe siècle, voilà, avec un niveau de responsabilité, une prise d'engagement, on en parlait juste avant, quand on parlait d'agilité qui sera sans doute plus marquée. Et puis, effectivement, on en profite pour faire un petit coucou à l'Observatoire des métiers du secrétariat de l'assistanat, avec qui on a eu l'occasion par le passé de travailler, qui sort toujours de très belles études. Et puis, une dimension communication, qui, évidemment, qui plus que jamais va perdurer. On dit que le 21e siècle sera celui de la communication. On est en plein dedans. Voilà, donc, ça se poursuit. Merci, Célia, Enco. Et puis, je me tourne voilà, maintenant vers Michel, bien évidemment. Ah bah tiens, je te reconnais. Bonjour Michel. À toi aussi. Alors soit c'est ton avatar ou c'est non, c'est une représentation. Bah écoute, d'accord, faisons comme ça. Donc Michel, quelle est toi ta vision, comment vois-tu ton métier, ton poste, ta fonction, même question, évoluer d'ici à 2046? Voilà. Oui, merci Norbert. Alors peut-être qu'à la différence de Narges et de Célia, je ne crois pas que l'évolution de mon poste dépende tant que cela de l'évolution de la technologie, des marchés, des types d'organisation ou que sais-je encore. Bien avant 2046, ce que le titulaire de ce poste fera dépendra bien davantage du type d'études métiers que les parties prenantes à l'OEMA auront choisi de confier à l'Observatoire. Chaque année, au mois de décembre, nous avons coutume de transmettre au conseil d'administration des fiches saisines comme celles qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc c'est une petite fenêtre sur nos coulisses. Dans ces fiches saisines, nous formulons 2 ou 3 propositions d'études pour l'année suivante. Et donc c'est ce format que j'ai emprunté pour répondre à ta question, Norbert, autour d'une interrogation. Demain, quelles études, métiers ou thématiques à l'Observatoire? Là, je suis bien, là. C'est bon. Voilà. Alors, demain, quelles études, métiers ou thématiques à l'Observatoire? Que deviennent les métiers de l'assurance? Jamais dans notre branche, la demande d'éclairage et de sens sur la transformation des organisations, les mutations du travail, le renouvellement des compétences n'a été aussi forte. Chaque année, au moment du conseil d'administration de décembre, il nous faut faire un choix difficile et renoncer à différents sujets. Et le conseil d'administration du début décembre n'a pas démenti la tradition en ce domaine. Donc on doit renoncer à autant de sujets pressants et passionnants, aussi pressants et passionnants les uns que les autres. Alors une fois n'est pas coutume, cette fois, nous vous proposons d'appliquer l'exercice prospectif à nous-mêmes, c'est-à-dire à votre observatoire. Demain, quelles études, métiers ou thématiques à l'observatoire? Les questions qui viennent avec cette interrogation sont nombreuses, mais peuvent être regroupées en 3 grands ensembles. D'abord, le choix des sujets est tout aussi important l'angle par lequel on les aborde. Quel équilibre rechercher, par exemple, entre des travaux pour attirer des candidats et d'autres travaux qui intéressent davantage ceux qui travaillent déjà dans la branche? Quel équilibre aussi entre des sujets à maturité et d'autres sujets où tout le monde se cherche? Faudra-t-il parler d'abord de questions stabilisées, souvent déjà formatées par des cabinets de conseil, où les approches des entreprises sont déjà convergentes? Ou trouvera-t-on au contraire plus intéressant de s'intéresser aux situations indéterminées, problématiques, complexes, où les acteurs avancent à tâtons et parfois même
à l'aveugle. C'est cette catégorie qui attire le plus les participants à nos groupes de travail pour confronter leurs pratiques. Des thèmes où personne n'a encore véritablement la solution, où il n'existe d'ailleurs probablement pas de solution avec un grand S, mais où chacun cherche les meilleures voies de passage pour ce qui le concerne, compte tenu de son organisation, de son histoire et de sa culture. Autre question, dans un environnement où l'information est si abondante, quelle sera la valeur ajoutée spécifique des études métiers de l'Observatoire? Comment ne pas être redondant avec ce qui est déjà écrit, à l'image de ce nain sur les épaules d'un géant, Norbert? Je crois que c'était moi le géant, pardon. Voilà. À l'image de ce nain sur les épaules d'un géant, comment apporter un supplément de sens contextualisé au travail dans l'assurance en tirant le meilleur parti de tout ce qui nous précède, rapports, articles, colloques, produits, par les organismes publics, laboratoires de recherche, think tanks, cabinets de conseil et tant d'autres. Après le choix des thèmes, il y a tout ce qui touche aux méthodes. Un observatoire de l'emploi recueille des données déjà structurées pour produire des statistiques, en tout cas en 2021. Un observatoire des métiers, quant à lui, n'a de sens que s'il accède et rend compte du travail réel tel que les salariés le pratiquent. Beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Demain, quels dispositifs, quelles méthodes d'enquête et de mise en discussion du travail nous permettront d'aller au plus près des expériences concrètes? S'agissant de l'accès au terrain, des techniques de recueil des observations ou de nos propres postures professionnelles, il reste tant de choses à faire. Parmi tous les défis, se tenir au plus près du travail réel est certainement le plus grand défi pour les années qui viennent. Un troisième domaine concerne la restitution des études. Il y a bien sûr les potentialités ouvertes par les technologies pour décliner les travaux dans différents formats, écrits, audio, vidéo, selon les appétences de chacun et son temps disponible. Une autre question sensible concerne le discernement à avoir entre un observatoire miroir et un observatoire vitrine. L'observatoire miroir essaie de réfléchir ce qui se passe, tel que cela se passe, au risque parfois de bousculer et sans chercher particulièrement à séduire. L'observatoire vitrine poursuit d'abord l'objectif de présenter la branche au public sous ses meilleurs atours. Pour un observatoire de branche, l'un et l'autre de ces deux objectifs sont naturellement légitimes. La question sera de savoir à partir de quand, dans les deux sens, la poursuite de l'un commence à nuire à l'autre. Là encore, tout est question d'équilibre. À ces trois séries de questions, Norbert, je ne connais évidemment pas les réponses que les parties prenantes aux orientations de l'Observatoire apporteront ensemble. Je dirais simplement que selon ces réponses, le titulaire du poste en 2046 pourrait avoir des activités et des compétences bien différentes. Merci Michel. Et puis, voilà, il en reste 75% des effectifs s'est exprimé. Donc du coup, je me sens un peu contraint de répondre. Alors, moi, je vais le faire sous forme de mots-clés, finalement. En partant déjà d'un premier constat, de dire, voilà, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, j'aime beaucoup les formules, mais ce qui me paraissait intéressant, déjà pour définir le rôle et la place du secrétaire général dans une structure telle que la nôtre, c'est d'essayer de comprendre quel est l'ADN de cet observatoire, ce qui a finalement prévalu à sa mise sur pied et en quoi il consiste. Donc déjà, quel est notre métier? Donc le métier d'un observatoire des métiers, c'est de vous regarder travailler. Ça, c'est le point de départ. Ce qui nous occupe d'ailleurs à plein temps, hein, parce que à 4, voilà, donc on vous regarde travailler. Plus sérieusement, le point de départ, en fait, on l'a cité rapidement tout à l'heure, c'est la rénovation des conventions collectives de l'assurance en 1992. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, donc il y a eu quand même pas mal de discussions, hein, pour les plus anciens qui se souviennent de la manière dont ça s'était négocié. Il y avait un certain nombre de points de blocage, hein, ce qui est normal et naturel, hein, sur une révision de cette ampleur. Les
les fondateurs, finalement, ce qu'ils ont créé, c'est rien moins que le premier observatoire de branche créé en France. Donc l'assurance avait été particulièrement innovante, puisque il n'y avait aucun autre exemple d'observatoire de branche, d'observatoire des métiers au niveau d'une branche. Aujourd'hui, il doit y en avoir 131 recensés du côté de France Compétences, mais le premier historiquement, et ça a fait tache d'huile derrière, c'était celui de l'assurance. Un autre point également qui est important, c'est le fait qu'il s'agisse d'une association de loi de 1901. C'est un point qui est important parce que ça veut dire, comme je le dis toujours en plaisantant, l'observatoire n'a rien à vendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confusion entre l'objectif de rendre compte d'un certain nombre de choses, comme Michel le mentionnait tout à l'heure, ou Narges, ou Célia, et le fait finalement de le faire de manière détachée, à distance, la manière la plus objective possible. Un autre point aussi, et c'est ce qui m'a fait rater le clic tout à l'heure, Michel, on faisait la remarque, oui, ce qui est important, c'est que ce soit paritaire. Oui, bien évidemment, avec ce que ça entraîne derrière. D'ailleurs, pour avoir la chance d'avoir croisé les pères fondateurs, et même travaillé avec l'un d'entre eux pendant 10 ans, l'idée d'un observatoire de branche, elle est née entre deux chefs de file, d'un collège employeur et d'un collège représentant du personnel, qui se sont dit, avant de s'engager sur des négociations, ce qui serait important, c'est de pouvoir poser un diagnostic. Poser un diagnostic pour avoir un état de l'art, savoir de quoi on parle, partager un vocabulaire commun. L'idée, là encore, n'est pas de prendre position. L'observatoire n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, pour dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On n'a pas de bons points, de mauvais points à distribuer. Mais dans une phase amont, poser ce diagnostic et permettre à chacun finalement de se retrouver dans un univers commun partagé. C'est pas un lieu de négociation, c'est pas un lieu de revendication. Et ça aussi, c'est un point important. Là encore, au chapitre des anecdotes, je me souviens de quelqu'un qui venait récemment de rejoindre le conseil d'administration de l'Observatoire, donc un mandat d'administrateur, et qui, à l'issue de son premier conseil d'administration, disait je connaissais pas tout le monde, et à un moment donné, je savais plus qui était du collège employeur et qui était du collège représentant des salariés. Parce que voilà, on mettait les vrais sujets sur la table, on en parlait de manière ouverte et libérée finalement, parce que on n'était pas dans un lieu où il y avait des décisions à prendre, on était dans un lieu où il fallait trouver les bonnes questions, poser les bonnes questions. Et voilà, toujours dans cette idée d'apprécier les citations, il y en a une que j'aime beaucoup, d'Albert Einstein, qui dit « L'intelligence se nourrit de questions et non pas de réponses ». Alors il y a plusieurs versions lorsqu'on fait des recherches sur Internet, mais l'idée principale, elle est là. Et c'est bien ce que l'on cherche à faire, alors de manière non artificielle, c'est de l'intelligence naturelle, l'intelligence émotionnelle, humaine, de trouver quelles sont les bonnes questions, celles qui valent le coup d'être instruites et présentées ensuite aux partenaires sociaux. Charge eux ensuite de s'en emparer et puis de trouver les réponses qui leur conviennent aux uns et aux autres, que ce soit à l'échelle de la branche ou à l'échelle des entreprises d'ailleurs. Et puis dans les autres items aussi, dans les points importants qui nous distinguent à l'Observatoire et qui font partie quelque part de son ADN, c'est le fait maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'observatoires. Alors on a la chance, nous, d'être un observatoire, j'ose pas dire riche, parce que je voudrais pas qu'on réduise nos budgets, mais riche dans le sens où on a 4 personnes en permanence. D'ailleurs, je pense que si on comparait de budget à budget selon les observatoires, rapporté aussi aux productions des uns et des autres, je pense qu'on n'aurait pas à rougir, parce que la majorité des observatoires quand même recourent à des consultants extérieurs pour produire leurs études. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur derrière, simplement un constat partagé avec d'autres homologues, d'autres collègues dans d'autres observatoires, avec qui on travaille toujours en bonne intelligence. C'est qu'on a souvent du mal à contextualiser les études parce qu'il y a une intimité avec la branche professionnelle que l'on représente, avec les professionnels. Il y a les réseaux qui n'existent pas nécessairement. Et dans ces cas-là, voilà, il faut repasser derrière, il faut réécrire, il faut recontextualiser parce que il y a tout un tas de connaissances qui sont incorporées. La différence entre un savoir et une connaissance, c'est un savoir incorporé. Et cette connaissance du métier, du secteur, on y travaille
travaille voilà, entre nous. Alors ça fait quelques dizaines d'années différentes selon les uns et les autres. Je me tourne vers Narges qui est la plus jeune dans la grande famille de l'assurance. Mais c'est vrai que voilà, on a cette culture de l'assurance, on a exercé ces métiers, et on a les réseaux voilà, nécessaires et disponibles pour pouvoir travailler. Le fait maison aussi, on l'a dit, on l'a évoqué, mais c'est un point qui est important. C'est que quand on dit fait maison, ça veut dire qu'on le fait aussi avec des représentants des entreprises, avec des représentants de la branche, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on attaque une étude, quel que soit le sujet, on le fait déjà en constituant un groupe de travail. En constituant un groupe de travail avec des gens qui connaissent le sujet que l'on va traiter. Alors soit des experts, soit des professionnels, soit des RH, des correspondants RH qui vont être en relais de leur propre entreprise. Lorsque, par exemple, on a réécrit, refondé la nomenclature des métiers, on avait un groupe de travail qui, avec les RH, représentait 85% des effectifs de la branche. Donc on avait plus qu'un panel représentatif de la branche. Mais eux-mêmes, après chaque réunion, repartaient avec du travail à faire à la maison pour aller voir tous les professionnels des métiers qu'on avait pu étudier, sur lesquels on avait discuté, pour aller voir auprès d'eux si ce que l'on imaginait de leur métier aujourd'hui et des évolutions possibles de leur métier était viable. Et donc ils le faisaient chacun en interne de leur entreprise et on croisait tout ça ensuite à l'échelle de la branche. Ce qui fait qu'au final, lorsque on sort les premiers chiffres, comme on l'a fait au mois d'octobre, sur la base de cette nouvelle grille des métiers, on se rend compte que le nombre de salariés non positionnés dans la grille, avec l'ancienne nomenclature, il était de 2%. Ce qui veut dire quand même qu'on avait un taux de précision de 98%, c'est quand même pas mal. Et puis là, ce taux de précision, il est monté à 99,6%. On n'a que 0,4% des salariés qu'on n'arrive pas à positionner dans la grille. On a divisé ce taux par 5. Et je veux croire que c'est précisément cette méthode de travail qui a permis d'arriver à cette efficacité. On le fait pour une nomenclature des métiers, on le fait pour un baromètre, on le fait pour une étude thématique telle que l'agilité. Il y avait beaucoup de passion dans notre groupe de travail. Et puis on a vu d'ailleurs, au fur et à mesure des séances, des gens venir. Est-ce que je peux revenir à la séance suivante pour participer au groupe de travail? C'était le cas aussi d'Aude. J'ai dit non, c'est trop bien ce qu'on s'y dit. Il y a une liberté de ton, une liberté de langage qui est extrêmement intéressante. Et puis à un moment donné, nous on se tait et on écoute parce que c'est pas nous les experts, ce sont les gens qu'on invite. Et c'est ça qui fait le contenu de nos études et de nos productions. Un point aussi, une différence entre prospective et prévision. Ça a été dit voilà, par l'avatar de Célia. On n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas quel temps il fera demain. De toute manière, ce n'est pas notre métier de dire le temps qu'il fera demain. Même quand on est data scientist, on ne le sait pas. Nous, notre rôle, c'est d'imaginer des scénarios catastrophes à partir d'un faisceau d'indices dont on dispose à date, à aujourd'hui. Et alors je dis pourquoi des scénarios catastrophes? Parce que s'il fait beau demain, tant mieux. En revanche, s'il fait pas beau demain et qu'on peut aujourd'hui se dire toute chose égale par ailleurs, il nous semble que dans la voie sur laquelle on se présente, il y a des risques inhérents, tel qu'on l'a fait avec l'étude agilité, de dire attention, pour le management, ça va secouer quand même. Attention, les collaborateurs, si ils ont l'habitude d'avoir un chef qui leur distribue le travail, un autre qui évalue la qualité du travail, un autre qui détermine les objectifs, etc., etc., comment est-ce que tout ça se distribue et comment est-ce que ça garde une certaine cohérence? Notre rôle, c'est là encore, c'est pas de dire si c'est bien ou pas bien ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est dire attention, là on identifie quelque chose. Alors on préfère se tromper que d'avoir raison, mais en tout état de cause, on veut croire que si nos scénarios catastrophes d'aujourd'hui ne se réalisent pas, peut-être qu'on aura fait le boulot et qu'on aura évité effectivement que les choses, les pires choses ne se réalisent. Donc on ne fait pas de prévision, mais on fait de la prospective et on a plutôt raison quand finalement on s'est trompé à l'arrivée. Ce qui est une grande différence avec monsieur et madame Météo. Dans les autres mots-clés, il y en a deux qui reviennent aussi. Il y a légitimité et crédibilité. Alors la légitimité institutionnelle, on l'a bien évidemment parce que on est inscrit dans la convention collective de notre branche d'assurance, parce que ça a fait tache d'huile et c'est même devenu une obligation réglementaire, parce qu'il y a guère un accord de branche qui se signe au niveau de la fédération sans que l'observatoire soit cité. Je pense qu'Alexis reviendra sur ce point-là tout à l'heure. Mais cette
cette question de légitimité, pour nous, elle n'est pas fondamentale. Nous, ce que l'on cherche avant tout, c'est à être crédible. Et la crédibilité, ça se gagne. Ça ne s'impose pas, et ça se gagne par cette proximité qu'on arrive à mettre en place avec les entreprises, avec entreprises au sens large, toute obédience, toute fonction réunie, par les réseaux, et puis par les productions, ce que l'on met sur la table à disposition des uns et des autres. Lorsqu'on parle de notre site internet et de sa fréquentation, là encore, je veux croire que c'est une certaine forme de crédibilité qui pousse les gens à revenir et qui pousse les gens à s'y abonner. Donc, de fait, lorsque vous voyez un post passer, faites-nous un petit j'aime, partagez-le, faites en sorte de diffuser plus large que ce que nous faisons avec nos propres réseaux en interne. Donc, la question de la crédibilité, elle est importante. Bref, si je devais finalement définir quel est le rôle du secrétaire général en 2046, je dirais que c'est plein de choses en même temps, mais pas plus ni moins qu'aujourd'hui. Il y a un petit côté gardien du temple, vous l'avez compris. C'est le fait d'avoir en permanence quelqu'un qui est secrétaire général dans une association de la 1901. Là aussi, ce que les fondateurs ont souhaité en créant l'Observatoire, c'est que ce ne soit pas finalement... je vais le dire, n'y voyez pas malice, mais que ce ne soit pas la voix de son maître, de quelque maître que ce soit d'ailleurs. Mais là aussi, une autre anecdote qui est amusante, c'est que le deuxième secrétaire général qui a été nommé juste avant moi à l'Observatoire, puisqu'il y en a eu que 3, Gérard Lobjoie, c'est pour donner son nom, il a été nommé dans le poste par Denis Kessler, qui était alors le président de la FFSA, qui était aussi le numéro 2 du MEDEF. C'est un clin d'œil amusant parce que Gérard Lobjoie, c'est lui qui avait conduit la délégation CFDT dans les négociations de branche pour arriver à cette convention collective de mai 92. Et il a été nommé par le représentant finalement du Collège des employeurs. C'est intéressant parce que quand on parlait de crédibilité juste avant, je trouve que c'est une belle reconnaissance de l'un et de l'autre pour dire cet observatoire, il doit fonctionner justement sur ce point d'équilibre, sur le fil du rasoir, avec un mot d'ordre qui avait été donné à Denis Kessler, à Gérard Lobjoie, par Denis Kessler à Gérard Lobjoie, qui lui avait dit « sois iconoclaste ». Alors, c'est là où il y a aussi un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on doit mettre les sujets sur la table, mais ce qui demande bien évidemment d'être un tant soit peu iconoclaste, mais on n'est pas là non plus pour mettre de l'huile sur le feu, c'est pas l'objet, parce qu'on pose des diagnostics, et puis pour le reste, comme je le disais, si ça doit déboucher sur une négociation, ça se fera dans d'autres endroits. Mais forcément, on ne peut pas, si on ne met pas les vrais sujets sur la table, je crois qu'on passe à côté de notre travail. Donc gardien du temple, tiers séquent, médiateur, parfois un peu arbitre aussi, même si on n'est pas là dans cette fonction-là, mais pour rappeler peut-être quels sont les vrais sujets, quelles sont les vraies réalités, telles qu'on les observe et telles qu'elles nous remontent des entreprises, parce que la vraie vie, elle est dans les entreprises, elle n'est pas dans les institutions. Formateur, informateur aussi, en tout état de cause, on reste la Suisse, c'est pour ça que j'ai mis le petit drapeau de la Suisse à côté, un lieu de neutralité et d'objectivité pour éclairer les dialogues dans l'univers, dans le dialogue social, et puis pour éclairer aussi l'ensemble des collaborateurs et ceux qu'on aimerait bien voir venir dans le secteur et dans nos beaux métiers de l'assurance. Voilà pour ma séquence d'auto-prospective sur le rôle là. J'ai pas de petit dessin d'avatar, désolé, mais du coup, on n'a pas trouvé, ça n'existe pas. Faudra le faire. Désolé. Voilà pour cette séquence d'auto-prospective. Arrivé à ce stade, je me tourne à nouveau vers Nicolas Harib, notre président, qui a sans doute un mot complémentaire à nous dire. Est-ce qualité ? Bien. Bon, merci pour cette petite séquence. Alors, quelques mots de clôture. Déjà pour remercier les participants des tables rondes, de nos tables rondes, alors que j'ai trouvé très, très inspirantes, en lien avec une étude qui ne l'est pas moins. Alors, pour ma part, moi, j'ai retenu quelques passages clés. Je ne vais pas reformuler la séquence, mais quand même quelques passages que j'ai notés. Je vais les citer. Expérimenter, apprendre, droit à l'apprentissage, à l'erreur,
S'attacher à travailler la culture et les postures avant de s'attaquer à l'organisation, donner du sens, un cadre et laisser s'organiser. La clé, c'est coopérer, une notion à privilégier à celle de participation, choisir d'agir ensemble, une vision partagée préalable pour se faire confiance, prendre en compte ce qui est dit et dire les choses et être transparent. Alors, ce n'est pas le résumé de la séquence, mais c'est quelques notions, quelques points qui, naturellement, nous parlent collectivement, mais que je trouve comme nous mettant en appétit pour nous plonger dans cette étude. Alors, quant à nos 25 ans, moi, je remercie également l'équipe pour cette rétrospective, cet exercice prospectif. Je pense que vous toutes et tous, à distance ou ici dans l'auditorium, se joindront à moi pour souhaiter à l'Observatoire un très bon anniversaire et de poursuivre avec le même talent ces activités pendant les 25 prochaines années, au moins. En tout cas, merci à toute l'équipe et longue vie à l'Observatoire. Alors, je fais également un petit clin d'œil à Thierry Tisserand, à mon ami Thierry Tisserand, qui assurera la présidence tournante de l'Observatoire à compter de janvier, mais je ne serai pas loin, il le sait. Enfin, je vous souhaite à toutes et tous les plus belles fêtes possibles dans le contexte. Prenez soin naturellement de vous et de vos proches, parce qu'on espère vous retrouver toujours aussi fidèles pour nos événements. Alors, j'ai donc le plaisir maintenant d'accueillir Alexis Meyer, le directeur des affaires sociales de la FFA, qui accueille régulièrement nos événements. Je tiens à remercier la FFA pour cela. Pour quelques mots de conclusion, j'en profite pour lui adresser ainsi qu'à tous les collaborateurs de la direction sociale et diversité de la FFA tous nos remerciements pour leur soutien constant et la qualité de nos échanges. Alexis, c'est à toi. Merci beaucoup Nicolas. Je vais d'abord vous raconter le rêve que j'ai fait la nuit dernière. Exactement, et qui était que l'amphi était plein, qu'il y avait une file devant l'entrée de la FFA au 26 boulevard Haussmann démasquée. C'était pas un centre de vaccination? Non, parce que les gens étaient démasqués, donc c'était... Voilà. Mais hélas, mon rêve ne s'est pas réalisé. Donc, hélas, on n'a pas pu vous accueillir comme on espérait le faire et comme on le faisait d'habitude, dans un élan un peu plus festif qu'aujourd'hui. Mais je vous promets, ce n'est que partie remise et on essaiera, dans l'année 2022 qui s'annonce et qui, j'espère, sera avec des conditions sanitaires plus correctes, plus confortable, d'avoir un événement plus festif avec cocktail, des bulles et tout ça. Donc, partie remise et on va prendre des dates pour faire ça. Voilà, je mets mes lunettes parce que moi, j'ai 2 fois 25 ans depuis cette année. Et, mais vous ne les faites pas. Merci, mais hélas, voilà. Et dans 25 ans, j'en aurai 75, donc c'est une perspective. Bon, encore merci et bravo pour l'événement qui était quand même très réussi malgré les contextes. Merci aux participants des tables rondes, c'était en effet très, très enrichissant. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir à l'occasion de ce 25e anniversaire. Ça fait en effet un quart de siècle, parce que on peut le prendre aussi comme ça, que l'Observatoire concrétise vraiment la réussite de cette démarche paritaire, à la fois originale, inédite, puisqu'on l'a dit, c'était le premier observatoire qui a été créé, et donc qui a été initié par la Convention de 1992 que Norbert nous a rappelé. Je pense que les partenaires sociaux de l'époque, ce que les anciens de la maison nous disent, c'est que voilà, c'est parti d'une idée simple en apparence, mais qui était, je pense, assez audacieuse à l'époque. En tout cas, elle a été reprise par beaucoup, qui était l'idée selon laquelle l'évolution des métiers et son suivi participe à une politique pleinement responsable, qui est celle de l'anticipation des évolutions des compétences des salariés dont ils ont besoin pour exercer leur activité au quotidien. L'activité, l'exercer pleinement et quelle que soit leur nature.
Moi, je crois fermement que c'est ce prix-là qu'on peut faire ce que j'appelle des RH durables, comme on peut faire du développement durable. Mais c'est quelque chose dont on a la ferme conviction ici à la FFA. En tout cas, voilà, ce qu'on constate, c'est que 25 ans plus tard, après cette création-là, l'idée, elle perdure et que le succès, il est au rendez-vous chaque année. Ça ne se dément pas et on sait que l'Observatoire est une référence au niveau national, si ce n'est la référence en la matière. Et ici, à la FFA, on participe à beaucoup de travaux du MEDEF. On peut se comparer aux autres branches professionnelles. Et en effet, on nous regarde souvent avec, j'allais dire quasiment avec envie, en tout cas avec, je crois, un petit peu d'admiration. Et on est un modèle dont on est très fier. Alors peut-être comment expliquer ce succès dans un environnement qui, lui, a beaucoup évolué depuis 25 ans, mais on a un succès qui perdure et qui se confirme chaque année. Alors comme nous attaquons la période des agapes, je vais essayer de filer une métaphore culinaire. On va essayer d'expliquer quels sont les ingrédients qui nous permettent d'avoir ce succès-là, comment on fait une bonne recette pour avoir un bon observatoire. Je pense qu'il y a d'abord un contexte particulier, c'est là où c'est mon premier ingrédient. Mon premier ingrédient, c'est l'assurance. On est, je pense, une profession particulière. On est la profession du risque. On est le métier ou les métiers qui sont dans l'anticipation et dans une approche rationnelle de cette anticipation. Et ça, ce métier-là d'assureur nous aide en tant qu'employeur et en tant que responsable RH. Nous, ce qu'on observe ici à la FFA avec les travaux qu'on mène à la commission sociale, c'est ce que les assureurs savent faire dans leur métier au quotidien, dans le domaine financier et économique. Ils savent aussi le faire en tant qu'employeur. Et c'est une conviction qui est partagée par tous et par tous les employeurs de l'assurance, c'est que la performance sociale, c'est un levier essentiel pour la performance économique collective de nos entreprises. C'est quelque chose qui est essentiel et il nous paraît totalement indissociable d'avoir à la fois la performance sociale et la performance économique qui vont de pair. Et je crois aussi, c'est des choses qu'on a déjà exprimées ici à plusieurs reprises, c'est que plus nos activités se digitalisent, plus l'assurance devient complexe, plus nos métiers sont porteurs de valeur ajoutée, et plus l'humain se trouve au cœur de nos préoccupations d'employeurs. C'est vrai pour nos dirigeants, c'est vrai pour nos managers de proximité. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tous les salariés de l'assurance. Si on doit trouver une preuve de cet investissement, il faut le voir dans le taux de réponse de nos entreprises lorsqu'on fait toutes les enquêtes statistiques qu'on fait chaque année ici avec les statistiques et le département statistique et les données que vous exploitez après. On est à 94% de taux de réponse, je crois, ce qui est assez exceptionnel et je pense qu'il est là aussi absolument inédit dans le monde. Norbert, c'est bien ça? Oui, c'est ça. La Corée du Nord fait juste un peu moins, donc on est très fiers. Voilà. Mais on fait aussi bien dans l'assurance que la Corée du Nord, c'est que la FFA regroupe déjà 99%, quelque chose des entreprises du secteur. Donc on a 94% de réponse sur un taux d'adhérents de 99%. Donc on est hyper représentatif de la branche et ça nous permet vraiment d'avoir des études aussi de qualité. On part de données qui elles-mêmes le sont. Deuxième ingrédient et deuxième clé du succès, ce sont les travaux qui sont faits chaque année. Alors, je ne vais pas reprendre toute la liste puisque Norbert a fait ça de manière très très exhaustive. Le ROMA, le baromètre, les études thématiques chaque année et qui sont très attendues de la part des employeurs. Je sais aussi très attendues de la part des représentants des salariés et qui auront une visibilité de plus en plus importante puisque grâce aux chargés de communication notamment, nous sommes en capacité de les faire connaître le plus possible. Et vous savez qu'au niveau de la FFA, on va essayer, on le fait et on va essayer de continuer à le faire dans les années qui viennent, de relayer au maximum la communication de l'Observatoire, parce que voilà, plus on peut servir de levier à ce niveau-là, mieux on se portera. Et encore une fois, autant se faire connaître et
et faire savoir au maximum ce que l'on produit au niveau de l'Observatoire. Encore une fois, on est très, très fiers des travaux qui sont faits, autant les faire connaître. Mais ces travaux, ils vont, je pense que c'est là aussi la clé du succès et un ingrédient important de cette bonne recette, c'est la méthode de travail. Parce qu'il ne s'agit pas juste de compiler des données, c'est le travail notamment que fait Narges. On est dans des études qui sont, et dans un travail statistique qui est de plus en plus pluridisciplinaire, où on mêle tous les aspects qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les métiers et leur évolution. L'économique, le financier, le juridique, le technique, le démographique, le technologique, le sociétal, etc., j'en passe. Et ça, c'est très important d'avoir cette dimension-là, ça fait vraiment la richesse de nos travaux. Ça se voit dans tout ce qu'on fait, dans les études de Michel également, dans le baromètre, et bien évidemment. On est sur quelque chose qui est extrêmement complet, qui qualitativement est très porteur. Autre ingrédient indispensable, à mon avis, l'objectivité des travaux. Là aussi, on l'a dit, loi 1901, des instances paritaires, on y tient beaucoup, et ça donne évidemment beaucoup de légitimité à tous nos travaux, à leur exploitation, à leur légitimité, je disais, et à leur visibilité. Donc, données extrêmement importantes. Évidemment, rien ne peut se faire sans moyens, donc les moyens financiers, humains, logistiques, dont on a parlé avec GPSA notamment. Les quatre mousquetaires, je sais pas, les quatre en tout cas salariés qui composent l'Observatoire, les locaux, le budget, on en a parlé aussi, avec que ça vienne, les fonds qui viennent soit d'Atlas, soit directement de la FFA. Et puis toute l'expérience acquise au fil des années, une équipe qui est extrêmement soudée, très impliquée, et qui fait la preuve au quotidien de sa capacité à travailler en transversalité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et nous, on le sait ici à la FFA, puisque vous travaillez beaucoup avec l'équipe statistique chez nous, et puis avec mon équipe, Cathy notamment, au niveau de la direction sociale et diversité. Le dernier ingrédient, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais c'est l'ingrédient essentiel, c'est le paritarisme. Parce que, comme je disais, on y tient beaucoup. L'OMA est né d'un accord paritaire, il a des instances qui elles-mêmes sont paritaires, le conseil d'administration, les commissions, les groupes de travail. Et on l'a dit, et du coup je vais le répéter, mais on va le clamer haut et fort, c'est vrai que l'Observatoire est devenu un acteur absolument incontournable pour nourrir toute la réflexion des partenaires sociaux de la branche, et sur tous les thèmes de négociation que l'on aborde ici au fil des années. Alors, dernièrement, on a eu la GPEC, on a cité mixité, diversité, égalité. Il y a tous les travaux aussi réguliers. On a depuis peu une séance particulière sur les commerciaux. C'est Norbert qui a beaucoup animé cette séance de travail qui a eu beaucoup de succès. Et donc la qualité de l'Observatoire, elle est liée à la qualité du dialogue social de la branche, et inversement, la qualité du dialogue social de la branche est aussi liée à la qualité de l'Observatoire qui nous nourrit au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour nous. On le constate, nous, très régulièrement, on a beaucoup de preuves de cette interaction entre le travail de la branche et le travail de l'Observatoire. Et puis c'est un paritarisme qui produit beaucoup de choses et qui est très qualitatif aussi. C'est un paritarisme, je vais dire, intelligent, on travaille de manière très constructive. Il sait faire preuve aussi d'innovation. On a réalisé pour la première fois des études interbranches, puisqu'on a travaillé avec l'assistance, donc c'est une étape importante de notre évolution, et peut-être que en matière de prospective, on aurait pu imaginer aussi que on va multiplier les collaborations avec d'autres branches, notamment au niveau de l'OPCO Atlas. Mais voilà, en multipliant les thématiques d'études. En fait, voilà,
quels sont les ingrédients du succès pour avoir un observatoire de bonne qualité. Je vous ai cité tous les ingrédients, mais il faut citer évidemment les cuisiniers ou peut-être les pâtissiers, puisqu'on est plutôt sur on a parlé de gâteaux là, donc. On refait le repas complet. Donc. Ouais, voilà. Et donc les bons cuisiniers, les bons pâtissiers, c'est tous les acteurs qui participent à cette réussite-là. Alors évidemment. Il y a les entreprises, je les ai citées, celles qui fournissent les statistiques. Il faut remercier leur participation aussi aux différents groupes de travail qu'on a pu indiquer tout à l'heure. Les organisations syndicales qui, encore une fois, qu'elles soient salariées ou patronales, puisqu'on va nous aussi se mettre dedans, côté FFA qui, en bonne intelligence, font un travail très très constructif. Et puis au quotidien, l'Observatoire, il y a les équipes de la FFA, Cathy et Elisabeth que je voudrais aussi saluer, les collaborateurs de l'Opco Atlas désormais qui font partie du paysage, et puis enfin les principaux marmitons qui sont au quotidien à nous faire toute cette bonne cuisine. Norbert, Michel, Narges, Célia, bien évidemment. Et puis notre couple présidentiel, je veux aussi les citer, Thierry et puis Nicolas. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci pour ces 25 ans. Encore une fois, je pense qu'on aura l'occasion au cours de l'année de les recélébrer ou d'avoir d'autres moments, en tout cas pour faire valoir tout le travail qui est fait au quotidien. Merci beaucoup et joyeux anniversaire et bonne fête. Merci Alexis. Et je constate qu'on est encore parti sur une métaphore culinaire. C'est vrai que souvent, l'Observatoire, on fait dans nos réunions d'équipe beaucoup de détours par le culinaire. Il y a toujours une recette à glisser de ci, de là. Mais voilà, ça fait aussi partie de la culture de l'assurance. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On a même de l'avance. On est à 16h55. Alors ça doit être une première. Alors c'est peut-être une nouvelle époque qui s'ouvre, parce que des fois, on a mais c'était avant, on a largement débordé, des fois d'une demi-heure, voire 45 minutes, parce que la foule en délire nous posait des questions, donc il fallait bien y répondre. Donc écoutez, bonne fin de journée, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, l'étude qu'on vous a présentée en première partie est sur le site, je le rappelle. Donc, depuis la page d'accueil, sur les actualités, vous pourrez la télécharger. Et puis, les vidéos arriveront d'ici quelques jours, dans les toutes prochaines semaines. Et puis, voilà, rendez-vous l'année prochaine. Alors, pas dans 10 ans ni dans 25 ans. Place des Grands Hommes, c'est Place Soudain, ou 26 boulevard Haussmann, ou virtuellement via les visioconférences que dorénavant, voilà, on ne pourra plus faire de conférences sans son pendant visio. Et puis, bon vent, comme disait l'autre. Au revoir.